pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Je remercie beaucoup Ismaël Zosso de m'avoir invité à venir ce soir, toute l'équipe de la HEP aussi. Et puis je salue l'initiative de Madame Amarel qui a lancé cette création de matériel. Et puis aussi pour nous avoir placés sous les auspices d'Arlette Farge, qui est une belle référence aussi pour moi. Voilà. Alors, pour cette présentation, je vais d'abord replacer la question du genre dans son contexte social puis scolaire, hein, pour rappeler qu'il s'agit d'une question socialement vive ou d'un ensemble de questions socialement vives. Ensuite, comme on a eu la nouvelle que Madame Studer ne pouvait pas venir, j'ai ajouté un point un peu sur l'histoire des femmes et du genre, parce que j'imaginais que c'était, enfin, en discutant aussi avec Ismaël, que c'est ce qu'elle aurait présenté, mais bon, je vais le faire plus rapidement et puis sans doute moins bien, mais bon. Ensuite, j'aborderai donc les enjeux, ce qui nous intéresse surtout, les enjeux et les difficultés aussi qui se posent quand on enseigne les questions de genre, en mettant donc en évidence un certain nombre de paradoxes que j'ai représentés par des doubles flèches, vous le voyez. Et puis, au fil de ces questionnements, je vais citer des propos d'enseignantes, d'enseignants et d'élèves pour qu'on voit clairement les intentions, les obstacles aussi qui se présentent, et puis qu'on voit ce qui se passe un peu dans les leçons d'histoire concrètement. Et puis je terminerai avec quelques pistes qui pourraient nous aider peut-être à enseigner ces questions de genre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir au début, c'est que enseigner l'histoire des femmes ou l'histoire du genre n'est pas simple, hein. On peut la classer donc dans la catégorie des objets difficiles à enseigner. C'est un concept que les travaux en didactique de l'histoire utilisent pour désigner des thèmes comme les génocides, l'esclavage, la colonisation, les sujets liés à des conflits, à des inégalités. Donc c'est des objets incontournables, mais ils posent un certain nombre de questions, de problèmes didactiques, pédagogiques, éthiques. Donc, il provoque en classe un certain inconfort, des questions particulières, des émotions particulières, parfois des dilemmes. Bref. La littérature didactique y réfléchit. Elle propose aussi d'autres manières de les nommer. Comme vous le voyez, on parle aussi de thèmes sensibles, plutôt dans le monde anglo-saxon, de thèmes controversés, de questions socialement vives. Alors, questions socialement vives, c'est un des concepts que je retiendrai. C'est des questions qui suscitent des débats, des tensions, alors à la fois dans les savoirs de référence, mais également dans la société, dans le contexte social, et sur le plan scolaire aussi. Alors le genre, bien sûr, en est une, mais je dirais que ce n'est pas une question socialement vive, comme j'ai dit avant, mais c'est plutôt un ensemble de questions dans divers domaines, comme nous allons voir. Le genre est aussi un sujet tabou parce qu'il touche au privé, à l'intime, à la sexualité, à l'identité de sexe, et il déclenche aussi des réactions particulièrement vives, on le verra, des réticences, des résistances, bref. Voilà. Alors, il est reconnu par les enseignants comme intéressant, vous voyez, c'est lisible ? Ouais. Intéressant, mais délicat. Il y a un cadre à trouver. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Donc, vous voyez, il faut prendre des précautions. Il est délicat, mais il est intéressant. Alors, je vais faire maintenant un tour d'horizon rapide des questions de genre telles qu'elles se posent dans la société, pour voir en quoi elles sont vives, justement, et puis pour voir surtout dans l'environnement dans lequel baignent nos élèves, c'est-à-dire que je considère que quand ils viennent en classe, ils amènent tout ça, les questions, des représentations sociales, les stéréotypes aussi qui circulent dans le contexte. Alors, premier plan, le plan politique, évidemment qu'il y a encore des inégalités hommes-femmes dans le champ politique qui donne lieu à des débats, donc les femmes sont moins représentées, elles ne dépassent pas un quart, un tiers des parlements, etc. Et elle se voit aussi attribuer les dicastères liés à la santé, à l'éducation. Bon, je passe rapidement. Sur le plan socio-économique, des écarts sont encore importants par rapport aux postes à responsabilité, au salaire, au taux de chômage, au temps partiel, etc. Plusieurs débats aussi dans ce domaine. On constate encore une répartition déséquilibrée du travail non rémunéré, de la charge des enfants.
Et puis récemment, on a beaucoup entendu parler des questions de genre en ce qui concerne les droits civils. Donc jusqu'à peu, certains groupes étaient encore exclus du mariage, de la parentalité, de certaines pratiques médicales comme la procréation médicalement assistée par exemple, ou la gestation pour autrui. Donc là, les débats sont vifs, on le voit à ces affiches qui, vous le voyez, ont été déchirées donc, par les adversaires. Donc ça montre un peu l'intensité des tensions qu'il peut y avoir. Et puis, pour finir ce petit tour d'horizon, je mentionne encore les inégalités liées à la maîtrise du corps des femmes, qu'elles ne maîtrisent pas justement encore complètement, puisque l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse est encore remise en cause régulièrement, ou son remboursement, ça dépend. Le harcèlement, les violences donnent lieu à des débats sur la pénalisation, les violences conjugales notamment, le viol, et puis la sexualisation des femmes dans la publicité, l'instrumentalisation de leur corps à des fins commerciales. Donc là aussi, toute une série de débats sur le consentement, la pornographie, etc. Avec des mouvements comme MeToo, Balance ton porc, qu'on a connus ces derniers temps. Alors passons maintenant au contexte scolaire qui nous intéresse plus spécifiquement, puisqu'il n'échappe pas au système de genre, vous le savez sans doute. Donc l'école participe à cette perpétuation des inégalités, comme le montrent de nombreuses recherches en sciences de l'éducation. Elle socialise les filles et les garçons de manière différente et diffuse une vision stéréotypée de la différence entre les sexes. Alors, qui se voit d'abord dans la composition du personnel enseignant, qui est genré. Vous le voyez sur le graphique, plus on descend dans le graphique, plus on monte dans les degrés scolaires et dans les salaires, moins il y a de femmes. Autre plan, dans la répartition des enseignants et des enseignantes selon les disciplines, donc on a encore plus d'hommes qui enseignent les maths, les sciences, les femmes plutôt les lettres, et les branches enseignées par des hommes conduisent à des orientations, à des professions mieux reconnues, mieux payées. Dans les postes de direction, on a encore toujours une inégalité. J'ai les chiffres pour Genève, par exemple, mais je vais passer. Alors, la socialisation différenciée que produit l'école, elle se voit aussi dans les choix de filières, bien sûr. Les garçons choisissent davantage des filières qui mènent à des professions mieux reconnues. Les filles choisissent beaucoup les professions liées à la santé, à l'éducation, donc qui prolongent les tâches domestiques. Et puis, cette socialisation différenciée se voit aussi dans le curriculum caché. Ce qu'on appelle le curriculum caché, c'est la part des apprentissages qui n'est pas programmée par l'institution scolaire. C'est un ensemble de compétences, de dispositions qu'on acquiert à l'école, mais pas de manière prescrite. Le curriculum caché s'oppose au curriculum prescrit qui comporte les objectifs, les plans d'études, etc., qui figurent dans les programmes officiels. Donc, qu'est-ce que c'est ce curriculum caché? C'est d'abord, il se voit d'abord dans les relations entre pairs, entre élèves, qui sont marquées par des stéréotypes, des occupations différentes de l'espace sonore, de la cour de récréation, des activités différentes, des rôles différents, etc. Ensuite, les enseignants jouent un rôle aussi, qu'ils le veuillent ou non, dans la perpétuation de ces stéréotypes parce qu'ils ont moins d'interactions avec les filles qu'avec les garçons, qui sont davantage interrogés, évalués de manière formative. Et puis, on remarque aussi un double standard. Donc, l'indiscipline, par exemple, est plus tolérée chez les garçons. On attend des filles qu'elles soient plus dociles, qu'elles fournissent des travaux plus soignés, etc. Et puis, l'effet Pygmalion, c'est un effet de prédiction autoréalisatrice, donc qui consiste à stimuler davantage les élèves qu'on considère comme capables. Donc, ça se réalise. Les garçons progressent davantage d'après ces études. Voilà, pour l'école. Alors, ce qu'il faut savoir, je passe à l'historiographie un peu des femmes et du genre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, ce domaine de l'histoire n'existait pas. Pourquoi? Parce que les objets étaient définis par des historiens. Donc, les problématiques étaient masculines. Elles portaient surtout sur la sphère publique dans laquelle on voit moins de femmes, évidemment, dans l'histoire, et puis aussi en raison des sources qui sont produites davantage par des hommes et dont l'usage ne répondait pas à des questionnements, bien sûr, liés aux femmes. À partir des années 70, alors là se développe l'histoire des femmes au début,
d'abord aux États-Unis et en Angleterre, puis ensuite en Europe peu à peu et en Suisse aussi, sous l'effet donc de 4 principaux facteurs que je vous ai listés là. Donc sur le plan scientifique, on voit un changement du climat intellectuel avec l'essor de l'anthropologie historique en histoire, un élargissement vers l'histoire des mentalités aussi, le développement de la démographie historique, donc des thématiques qui sont plus proches des femmes en quelque sorte parce qu'elles étudient la natalité, la nuptialité, la fécondité, la famille, etc., le quotidien, le privé, des thèmes où on voit apparaître davantage de femmes. Ensuite, sur le plan sociologique, les femmes arrivent plus nombreuses à cette époque-là dans l'université, dans la recherche. Dans le contexte politique, les mouvements de décolonisation de mai 68 engendrent un intérêt pour les opprimés, les exilés, les minorités, hein, donc les ouvriers, les paysans et les femmes également. Et surtout, le mouvement féministe qui se déploie dans les années 70-75 s'intéresse à la soumission et cherche à connaître les racines de cette situation de domination masculine en étudiant donc les rapports de sexe dans le temps. Alors les premières études sur les femmes sont réalisées par des militantes, hein, des mouvements féministes, et puis ces premiers travaux veulent montrer que les femmes ont une histoire, bien qu'elles aient été exclues de l'histoire officielle. Donc il s'agit de rendre visible ce qui a été occulté. Et puis, à ce moment-là, l'histoire des femmes est une sorte d'additif à l'histoire générale, si vous voulez. C'est souvent un chapitre supplémentaire en fin d'ouvrage ou comme ça. Et ça reste un travail majoritairement reconnu réalisé par des femmes qui n'étaient pas reconnues sur le plan scientifique. Donc ça reste plutôt dans le domaine politique ou militant, si on veut. C'est des recherches qui dénoncent l'oppression et puis... c'est donc des travaux qui ne sont pas ressentis comme faisant vraiment partie de l'histoire, mais ça reste dans une sorte de ghetto pour le moment. À cette époque se développe aussi l'histoire orale avec un recueil de témoignages de femmes, justement un enthousiasme des historiennes pour les sources orales, bien sûr en raison du manque de sources spécifiques et sous le projet d'intégrer les oubliés dans cette histoire et de les interroger, quoi. Je vous laisse lire cette citation, peut-être. Alors, je l'ai choisie parce qu'elle pose la question de la délimitation de la science historique. Qu'est-ce qui est considéré comme digne d'histoire? Qu'est-ce qui est considéré comme n'étant pas digne d'histoire? En fait, l'idée qu'il y a là, c'est que ce sont les acteurs, hein, en l'occurrence les historiens, qui choisissent leurs objets sous un certain point de vue et donc qui tracent les frontières de la discipline. Donc j'ai trouvé intéressant de se poser cette question pour l'histoire scolaire, bien sûr, de réfléchir à l'influence que les acteurs ou les actrices peuvent avoir sur la délimitation des thèmes enseignés et de ceux qui ne sont pas enseignés, sur la définition des programmes, etc. On y reviendra. Ensuite, dans les années 80, l'histoire des femmes commence à être reconnue, institutionnalisée, les recherches commencent à être plus subventionnées, les auteurs et les autrices ne sont plus uniquement motivés par le féminisme, les problématiques se diversifient. On réfléchit plus seulement à la domination, mais à l'approche. On développe une approche culturelle de la culture féminine, c'est-à-dire qu'on pense que appartenir à un sexe signifie avoir un ensemble d'attitudes, de croyances, de codes. Donc on se met à étudier le monde du lavoir, par exemple, le monde de la famille, le pouvoir féminin dans la famille, des choses comme ça. Et puis ces recherches mettent en lumière ce qu'est le masculin, le féminin dans une société, qui étaient des objets qui étaient jusque-là un peu étouffés par cette espèce de neutralisme culturel qui revenait en fait à étudier le masculin. Donc, dans cette approche, c'est le thème de la complémentarité qui prédomine. Donc, les hommes et les femmes sont vus comme complémentaires. Donc, on n'a pas du tout encore la question du pouvoir, de la hiérarchisation, hein. La différence elle-même des sexes n'est pas encore interrogée. Elle est vue comme une séparation dichotomique entre masculin, féminin, public, privé, etc. Donc la frontière elle-même n'est pas encore objet de réflexion. Puis après, dans la deuxième moitié des années 80, alors l'histoire du genre apparaît, d'abord aux États-Unis aussi. Donc on constate que ces deux domaines ne peuvent plus être séparés, ne peuvent plus être étudiés séparément, mais parce qu'ils sont imbriqués. Par exemple, il y a des femmes au lavoir, mais il y a aussi des femmes dans l'espace public.
il y a aussi des hommes à la maison qui ont aussi un pouvoir, etc. Donc, pour étudier la dynamique des rapports sociaux, on introduit cette notion de genre qui suppose un système hiérarchique qui définit deux catégories de sexe, l'un par rapport à l'autre, donc de manière imbriquée. Ce qui nous amène à des définitions que j'ai remises, vous connaissez sans doute, mais on oppose genre et sexe, le sexe désignant l'identité biologique, le genre l'identité sociale. Je vous ai mis des exemples de manière dont on peut définir le genre. Actuellement, bien sûr, que le sexe, le caractère biologique du sexe est remis en question. Il y a beaucoup plus de social dans le sexe lui-même que ce qu'on pensait. Ça, c'est un peu les tendances historiographiques actuelles, mais disons pour l'enseignement, je crois qu'on peut encore partir sur cette clarification par rapport aux élèves. Donc, le genre est une catégorie d'analyse. Ça a été proposé par John Scott, cette formule. Donc, au même titre que celle de race, de classe sociale, de nation, d'âge et autres. C'est donc une perspective ou un angle d'attaque ou au prisme du genre, on dit aussi. Donc, c'est une manière d'analyser le passé. Alors, l'historiographie l'utilise maintenant tout à fait couramment. Alors, le champ est traversé de débats. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des controverses, notamment sur justement la mobilisation de cette catégorie du genre. Et selon les sujets, est-ce que c'est pertinent, dans quelle mesure c'est pertinent de la mobiliser ou pas. Voilà pour le petit point historiographique. Ensuite, je voulais vous présenter une ressource. Et je vois que le temps... Attends, le temps, il avait déjà commencé dès le début ou... D'accord, c'est pas mon temps, ça. Ok, je peux y aller. Ok, alors, tranquille. Alors, je vous présente cet ouvrage, La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte, parce que c'est une ressource qui a marqué une étape, d'après moi, dans la réflexion sur la transposition didactique de cette historiographie du genre. Donc, c'est un ouvrage français qui se propose de compenser une histoire qui est encore trop masculine selon les autrices, donc qui reste partielle et partiale. Et puis, elle se propose d'examiner donc les femmes à la fois dans des sujets spécifiques et aussi... C'est un peu petit, ça. Ouais, bon, c'est trop petit. Mais il y a certaines parties, par exemple, y a-t-il une renaissance pour les femmes? C'est le chapitre 9. Où là, c'est spécialement axé sur ce qu'ont vécu les femmes à ce moment-là. Mais il y a d'autres sujets, les sociétés industrielles, par exemple. En tout cas, dans le titre, il n'y a pas d'accent spécialement mis sur les femmes. Par contre, si on ouvre l'ouvrage et qu'on lit le chapitre, on voit qu'il y a tout le temps le questionnement de qu'est-ce qu'ont vécu les hommes, qu'est-ce qu'ont vécu les femmes. Donc, si on parle des ouvriers de la métallurgie, on va parler des ouvrières du textile, par exemple, et des choses comme ça. Donc, c'est une référence, pour moi, un peu de base et que je voulais vous citer comme ça en passant. OK. Ensuite, donc, en dépit de ce développement historiographique et de ces ressources, ou celles-ci en tout cas, mais il y en a d'autres aussi, eh bien, on constate quoi? Que les savoirs restent majoritairement masculins, comme l'a dit Jennifer Valtoena tout à l'heure. Dans les manuels, on a toujours... peu de femmes, des modèles identificatoires insuffisants pour les filles et des représentations stéréotypées qui continuent à être diffusées. Donc, les garçons ont suffisamment de modèles identificatoires, les filles en manquent. C'est ce qui motive aussi et ce qui se voit chez les élèves, ce qui motive les enseignants, les enseignantes et ce qui se voit chez les élèves, comme cet élève qui nous dit, et du coup on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé des conquistadors, etc., mais de nouveau les femmes ne sont pas apparues là-dedans. On a des amies en 4e, donc c'est niveau maturité, hein. On discute avec elles, elles vont faire le conflit israélo-palestinien, elles ne parlent toujours pas des femmes, elles parlent des hommes. Je pense que les femmes, on n'en parle pas assez dans l'histoire. Donc ce regard un peu rétrospectif sur toute sa scolarité par cette fille de 18-19 ans me semble intéressant à vous montrer pour poser cette question, est-ce qu'on traite suffisamment de ces questions de genre en classe? Les propos de cet élève sont corroborés par toute une série de travaux, évidemment, dans d'autres contextes, en France, en Belgique, au Québec et ailleurs.
Donc cette question de figure identificatoire des filles pose problème, au sens où si l'on prend en compte les finalités citoyennes qui ont été mentionnées tout à l'heure de l'histoire, comment elles peuvent s'imaginer apporter leur contribution à la vie sociale, politique, culturelle, etc., si elles n'ont pas rencontré de femmes dans leur cursus scolaire, dans les contenus scolaires. Ça conforte aussi les garçons dans leur conviction, peut-être que les hommes sont plus intéressants que les femmes, plus importants, etc. Alors, je vous ai mis là 2 citations d'un enseignant, montrer aussi que dans l'histoire, on n'a toujours parlé que des hommes, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant, retourner un petit peu ce discours du livre d'histoire qu'ils ont connu depuis toujours. Puis ensuite, une élève aussi, moi, avant ce cours, je ne pensais même pas aux femmes dans l'histoire. Je me suis jamais dit, oh, c'est pas juste, il parle que de l'histoire des hommes. Pour moi, l'histoire, c'était ça. Je me disais même pas qu'elles avaient vraiment vécu ces contextes. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a un choix de cet enseignant et puis une prise de conscience de cette fille du point de vue situé sous lequel l'histoire leur avait été présentée ou avait été enseignée. C'est-à-dire que ce point de vue était androcentrique, bien sûr, et l'élève met en cause cette notion d'universalité du récit historique, du point de vue. Donc, on voit qu'introduire le genre nous confronte à un premier paradoxe que vous avez en haut. Comment transmettre une histoire universelle qui doit être neutre, d'après ce qu'on dit, tout en sachant que la visibilisation des femmes dans l'histoire qui a été opérée par les historiennes n'a pu être possible que grâce à la théorisation de cette question du point de vue situé. Les études genre ont bien montré que quand on croit être neutre, c'est justement qu'on adopte le point de vue dominant, et en l'occurrence androcentrique. Donc ce désir de neutralité peut faire obstacle, à mon avis, à l'introduction de la perspective de genre en classe. C'est une crainte qui se voit chez les enseignants ou les enseignantes. Par contre, pour moi, c'est un enjeu très intéressant, à mon avis, de ce domaine, parce que ça nous donne justement l'occasion de thématiser cette question du point de vue, de montrer, bon, on peut le faire autrement bien sûr, mais disons en tout cas là, on est presque contraint de le faire, montrer que l'histoire a toujours été écrite sous une perspective androcentrique, et pour introduire des femmes ou du genre dans la classe d'histoire, il s'agit de retourner, comme dit cet enseignant, de retourner la perspective, de changer de perspective. Alors, cette crainte de ne pas être neutre, elle est renforcée par les représentations stéréotypées des féministes qui s'expriment chez les élèves, comme on le voit dans un extrait d'Interaction en classe où l'enseignante explique, et on se rend compte qu'en un siècle, alors bien sûr et heureusement, on a fait des progrès, mais on ne peut pas s'arrêter là, il faut continuer à faire ces progrès. Et réaction du garçon, c'est un discours féministe. La deuxième extrait est un extrait aussi d'un entretien avec une enseignante. Il y a beaucoup de sourires au début de l'année. Oh, encore une prof féministe. Ah, on va faire ça. Oh non, madame. Et puis les garçons lèvent les yeux au ciel. Donc il y a quand même pas mal de résistance. Donc là, elle donne un cours d'option où c'est un semestre sur l'histoire du genre. Donc on voit ces craintes chez les enseignants de passer pour féministes. Elles ont peur d'être associées à une certaine militance, accusées de propagande ou d'un manque de scientificité. Elles ont peur de perdre un peu leur crédibilité. Alors il est clair que l'approche de genre à tous les niveaux est suspectée de militantisme depuis toujours. Alors je pense que pour l'enseigner, il faut clarifier d'emblée cette dimension. Donc il y a bien sûr une dimension politique dans le genre, comme d'ailleurs dans toute approche historienne, mais bon, elle apparaît peut-être plus immédiatement, mais elle ne peut pas être dissociée des fondements scientifiques, parce que quand, si vous voulez, les dimensions théoriques et politiques du genre sont consubstantielles en quelque sorte, parce que quand on veut étudier le système de genre, il faut forcément imaginer le non-genre, imaginer ce qui n'existe pas pour comprendre ce qui existe. Imaginer le non-genre, c'est une projection politique où on imagine l'égalité, où on imagine une situation où la différence des sexes n'aurait pas de signification sociale. D'accord ? Donc, c'est forcément... on ne peut pas dissocier les deux choses, le plan politique du plan scientifique. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le choix d'enseigner de telles thématiques s'inscrit aussi dans la défense de certaines valeurs qui sont prônées et revendiquées par les institutions scolaires,
Et donc, pour un enseignant ou une enseignante, un positionnement complètement neutre serait non seulement illusoire, mais incompatible en quelque sorte avec la fonction qu'ils occupent. Mais cette dimension éthique ne doit pas nous faire non plus tomber dans des dérives que vous voyez là en bas. Donc, on ne doit pas transformer cet enseignement, ce n'est pas parce qu'il y a des valeurs à défendre qu'il faut le transformer en cours de morale. Hein. Donc, pour éviter cette dérive moralisatrice, il est nécessaire de discuter, de convoquer une pluralité de points de vue, de les expliciter, de les mettre en jeu, de les soumettre à discussion, je pense. Et puis, comme ces opinions qui peuvent être échangées en classe sont toujours porteuses de subjectivité, on court alors le deuxième risque de relativisme, c'est-à-dire de scepticisme face à la vérité historique, face à la véracité des savoirs. Alors pour éviter cette dérive, il faut toujours revenir à la méthode, à la démarche historienne, garantir les principes méthodologiques de recherche de la vérité la plus objective possible. Là, c'est une discipline qui nous permet de le faire. Alors, l'un des enjeux du genre, d'enseignement du genre, c'est de rendre visibles les femmes, on l'a vu, de donner des modèles identificatoires, comme le propose cette enseignante. Ce sont des petites choses qui se sont accumulées au fil de ma carrière qui m'ont fait me dire, maintenant ça suffit, il faut que les filles aient confiance en elles, etc. Donc la confiance en elles est considérée comme pouvant se construire par des modèles donc identificatoires. Alors, pour répondre à cet objectif, qui est quand même invoqué depuis un certain temps, il y a des manuels qui ajoutent... Ah ben, la flèche s'est décalée. Qui ajoutent un chapitre, par exemple, ou un dossier iconographique en fin de chapitre, ou des figures féminines aussi dans le récit, pour qu'il y ait des femmes, hein, pour parler des femmes. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas juxtaposer l'histoire des femmes à celle des hommes ou au récit, si vous voulez, qui se veut universel. On ne peut pas les placer dans un rapport d'altérité par rapport au récit ou par rapport à la norme. Ce n'est pas possible parce que les rapports de genre, comme on l'a vu, impliquent qu'on fasse une histoire commune et relationnelle. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plutôt d'histoire mixte, d'histoire du genre plutôt que d'histoire des femmes. Enfin, on va parler, certaines personnes parlent, pour ne pas placer les femmes en dehors du récit comme une sorte d'excroissance dans une table des matières. C'est-à-dire qu'on va mobiliser le genre en tant que catégorie d'analyse d'une situation historique, au même titre, comme on l'a vu, d'autres catégories d'analyse qu'on mobilise sans cesse en histoire, comme la classe sociale, la race, etc. Donc il ne s'agit pas non plus d'isoler chacune de ces catégories, parce que maintenant les travaux ont défini le concept d'intersectionnalité qui est très intéressant à mobiliser aussi pour voir que quand on parle des rapports de genre, suivant de quelle femme on parle, la situation sera complètement différente, si elles sont riches ou pauvres, si elles sont noires ou blanches, etc. Alors si on mobilise cette catégorie d'analyse qu'est le genre, pour un document comme cette source, on ne peut pas étudier que les femmes, mais on doit replacer la question des écoles ménagères, c'est ce qui est représenté, dans le système éducatif global. On doit regarder l'éducation des garçons, forcément, pour comprendre en quoi l'éducation des filles était spécifique. On doit replacer ça dans les rôles sociaux et des femmes et des hommes, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu caricatural, mais un tel document illustre un peu les limites qu'il pourrait y avoir de ne vouloir que ajouter des femmes au récit historique. Parce que ça ferait l'effet contraire. Hein. Ok. Alors, je vous laisse lire cette citation. Alors, ce sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est que enseigner le genre comme catégorie d'analyse, ça revient à sortir de la vision complémentaire, comme j'ai montré avant, des femmes et des hommes, et de mettre en évidence la dimension hiérarchique. Hein, les mécanismes de domination. Alors c'est délicat, comme l'explique cet enseignant, il ne faut pas braquer les élèves, donc il y a une crainte aussi d'une réaction devant le pouvoir des hommes qui, dans l'histoire, peut être présenté dans diverses situations historiques. Alors, quand on met en évidence la domination, qu'est-ce qui se passe? On va présenter les femmes comme victimes, évidemment, parfois, comme subissant la domination ou l'oppression. Mais le risque, c'est la victimisation, de présenter toujours les femmes comme passives,
faibles, ayant peu de recours, comme peut-être l'illustre l'image en haut, la première image en haut, qui montre des femmes tondues à la libération. Or, les femmes sont également actrices, elles agissent, elles se défendent, elles luttent, comme le montre l'image du bas plutôt, c'est les résistantes. Donc il faut restituer à la fois l'agentivité des femmes, à la fois décrire la situation d'oppression ou de domination dans laquelle elles se trouvent. Ce qui représente quand même une sorte de paradoxe aussi. Vous voyez ce que dit cette enseignante, montrer qu'il y a des femmes qui l'ont fait, il y a des femmes qui ont ouvert la voie, qui ont osé, qui ont tapé du poing sur la table, surtout pour les filles, montrer qu'on peut. Donc on voit là qu'elle invoque les finalités aussi citoyennes de la discipline, où on essaye de développer l'agentivité des élèves en leur montrant la manière dont certains groupes ont investi l'espace public, ont pris une initiative et elles sont devenues agentes en l'occurrence. Alors, mettre en évidence l'agentivité des femmes entraîne un autre paradoxe. Je vous lis les citations. À la diversité de nature doit correspondre une diversité d'attributions. Il y va de la santé de la femme et de ses descendants. L'avenir de la race est en jeu. André Mercier, c'est un professeur d'université de Lausanne au début du XXe siècle qui était opposé au suffrage féminin, qui était en discussion à ce moment-là. Donc vous voyez le processus rhétorique qu'il utilise, c'est de naturaliser la différence et de considérer que les femmes ont une nature qui ne leur permet pas de devenir citoyennes. Alors on voit bien, on n'y croit plus du tout à l'impossibilité naturelle des femmes de voter aujourd'hui, évidemment. Donc on peut, en montrant ça aux élèves, je pense qu'on peut bien faire comprendre que le processus de naturalisation est une justification idéologique de la domination, à des fins de conservation, là, en l'occurrence du pouvoir, d'exclusion, disons. Et puis, après, la deuxième citation, ouvrir le mariage aux couples de même sexe et donner le droit d'avoir des enfants à des couples auxquels la loi de la nature ne le permet pas. C'est la déraison qui commande à l'homme de vouloir nier sa nature. Bon, là, on est en France, au Parlement, avec Henri Guénaud, qui, vous voyez, a le même discours de naturalisation de la... Bon, là, c'est plutôt de l'hétéronormativité, si on veut bien, mais de la différence des sexes quand même. Et donc, de confronter les époques, de comparer deux moments, permet peut-être de faire prendre de la distance par rapport à ces discours naturalisants qui sont vraiment spécifiques au genre, qui se retrouvent ailleurs aussi, bien sûr, dans les questions de racisme et autres, mais pour le genre, c'est très courant, on pourrait dire. Et puis, je pense que de mettre ce processus de naturalisation à distance contribue vraiment aussi aux finalités éducatives de la discipline, qui vise à ouvrir les possibles, à ce que les élèves s'émancipent vis-à-vis des assignations, vis-à-vis des normes, que leur regard soit aiguisé, soit plus critique. Voilà. Alors, je disais que le processus de naturalisation était répandu, il l'est aussi dans les classes, évidemment. Une fille qui dit « L'homme, il va aller chasser », donc elle parle de la préhistoire, parce qu'il est fort, il est allé chasser, pendant que la maman, elle va s'occuper des enfants parce qu'elle est moins forte. Et puis un garçon, l'homme, c'était plutôt le chevalier, il allait se battre, enfin, il y avait quand même des guerres, et les femmes, elles s'occupaient d'entretenir le château. Donc là, Moyen-Âge plutôt. Donc vous voyez, la division sexuée du travail est naturalisée par les élèves. On la replace dans une origine lointaine pour la première citation, ce qui permet de ne pas se poser la question de la continuité de cette division sexuée, des facteurs actuels des inégalités de ce type. Donc, plonger dans les origines, c'est toujours suspect, mais là, en l'occurrence, c'est pour naturaliser la différence. Donc, il faut savoir qu'on rencontre ce processus de naturalisation dans nos classes. Alors là, je vous ai mis une chronologie qu'on appelle des fois une chronologie positive. Donc, il ne faut pas la lire, mais vous avez des dates, puis vous avez chaque fois des droits acquis par les femmes, droit de vote, abrogation de la loi qui leur interdit une activité politique, création d'une école à laquelle elles peuvent participer, etc. Donc, ces chronologies ne montrent que les droits obtenus, mais pas les refus, pas la continuité. Ce que, par contre, je vous ai mis à droite, par exemple, pour Genève, on a refusé le droit de vote plusieurs fois, vous voyez, au Parlement. Donc là, il faut faire attention, à mon avis, aux chronologies positives.
parce que ça donne l'impression que le changement se fait inéluctablement et naturellement et qu'il n'y a jamais de résistance à ces projets, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc ça nie aussi l'action des mouvements féministes, hein, parce que si on croit que ça change tout seul, il n'y a pas besoin de lutter. Donc je pense qu'il faut insister aussi sur les refus, et ce qu'on voit moins souvent quand même dans les ressources, en termes en tout cas quand on voit des chronologies comme ça. Les élèves ont souvent en tête que le féminisme ne s'est pas confronté à d'opposition, qu'il fallait simplement qu'elle lutte et qu'elle demande des droits, et à un moment donné, elle les obtienne. Mais en face, il n'y a personne, comme s'il n'y avait personne en face. C'est aussi une manière de leur faire comprendre les continuités que de montrer les droits qui ne sont pas obtenus, justement, pour aussi qu'ils comprennent le présent, hein, que la situation des inégalités présentes vient aussi du passé, évidemment. Alors maintenant, j'aimerais passer un peu du côté des réactions des élèves, et mon propos, c'est qu'elles sont différenciées selon le sexe. Alors, vous avez un garçon qui dit à gauche, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles veulent trop. Et la fille, sur un ton très ironique, vous n'avez pas la bande-son, mais vous verriez, elles veulent trop d'égalité, quoi, c'est ça? Vous voyez, c'était un peu ce ton. Ensuite, deuxième petit échange, une fille à propos des femmes tondues, il y a une discussion sur ce sujet. Pour moi, les cheveux, c'est un peu choquant quand même. Le garçon, parce que les cheveux, ça pousse, quoi, ça peut laisser aucune trace. Oui, mais ça prend du temps. C'est choquant, ça et l'apartheid. Bon, ça, il ne faut pas chercher à comprendre la comparaison. Mais... et le garçon, oui, c'est choquant, mais il y a pire. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Des garçons un peu sur la défensive, qui contestent peut-être, qui minimisent en tout cas le rapport hiérarchique, ou l'oppression. Donc, ils semblent gênés par la mise en évidence du pouvoir comme ça des hommes, des tondeurs, hein, des résistants qui ont opéré les tontes. Donc, en tout cas, ce que ça nous dit, moi, le constat que je fais, c'est que l'appropriation des savoirs n'est pas la même entre les filles et les garçons. Donc, on peut sortir de l'illusion qu'on a un public scolaire uniforme, universel, homogène. Hein. Donc, ça nous conduit à nous interroger sur une sorte de paradoxe de nouveau. Comment prodiguer le même enseignement à tout le monde, à tous les élèves, alors qu'il y a des groupes qui n'ont pas la même réaction et qui n'apprennent pas les choses de la même manière. Donc, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, la réponse, ça serait de ne pas différencier les contenus, évidemment. Ça serait... j'ai vu ça dans une école primaire. Bon, c'était en primaire, mais les garçons pouvaient faire des petits travaux de recherche, d'affiches sur les châteaux, chevaliers et châteaux, et les filles sur les princesses, parce qu'ils préféraient faire ça. Ça, je ne pense pas que ce soit la solution non plus. Alors, on observe aussi des réactions très empathiques chez les filles. Imaginez-vous à cette période, en fait, ça c'est l'enseignante. Hein. Voilà, vous avez fait 4 ans de guerre, vous auriez été qui, en fait, dans cette foule sur cette image? C'est une photo d'une femme tondue qui est promenée en ville, et il y a plein de femmes autour qui rigolent, qui ricanent, hein, certaines. On aurait pu être autant les femmes qui la regardent que la tondue. Bah pourquoi? Bah parce que, enfin, sur toutes les filles de la classe, il y en aurait peut-être une qui serait tombée amoureuse d'un Allemand ou bien qui l'aurait fréquenté. Deuxième extrait d'un entretien. Quand je vois tout ce qu'elles ont dû subir, oui, ça me révolte. Parce que je me dis, c'est tout simplement parce qu'on est des femmes qu'on subit des choses que les hommes ne subissent pas. Donc là, on voit une réaction empathique particulière aux filles. Donc, les travaux de recherche montrent, notamment ceux qui sont cités là, montrent qu'elles se remettent davantage parfois dans le contexte des actrices, avec une compréhension peut-être plus fine de l'agentivité des actrices, parce qu'elles ont une plus grande indépendance, un degré d'emprise plus faible par rapport au genre, comme le propose Sandrine Marot avec ce concept de degré d'emprise du genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une capacité à prendre plus de distance par rapport au savoir de sens commun sur la différence des sexes. Donc une sensibilité aux inégalités un peu plus vive, en tout cas pour le secondaire 2, plus spécifiquement peut-être pour le secondaire 2. Mais il y a aussi, attention, bien sûr, des garçons beaucoup plus féministes que des filles, que certaines filles ne le sont. Donc il faut complètement déconstruire cette binarité, hein, parce que ça serait caricatural d'appliquer ça quand on arrive en classe. Et pour ça, j'ai trouvé intéressant de vous montrer aussi un autre concept, le positionnement de genre épistémique. Alors c'est un peu technique comme mot, mais en fait ça veut dire qu'on analyse aussi
position de genre de chaque élève en classe. Épistémique, ça veut dire que c'est en situation de classe que ce positionnement peut évoluer aussi sous l'effet de l'étude du sujet. Donc c'est une plus ou moins grande indépendance à l'égard des conceptions normatives de genre, mais qui, en situation d'apprentissage, peut évoluer. Il y a une dynamique, si vous voulez, qui est due à la performativité du genre, comme on dit, c'est-à-dire que les élèves doivent affirmer leur sexe, doivent faire la fille ou faire le garçon, et en fonction de ces contraintes-là et de ce qu'ils apprennent, il va y avoir peut-être une évolution de leur positionnement. Il y en a qui sont sur la défensive, comme j'ai montré, les garçons qui ne veulent pas bouger, mais il y en a d'autres on voit des prises de conscience et des évolutions, enfin c'est l'apprentissage de ces questions d'histoire du genre. Alors je pense que ce concept pouvait être assez intéressant. Pour finir, je propose de synthétiser un peu quelques pistes. Donc, quand on enseigne l'histoire du genre, je pense qu'on ne peut pas ne pas faire un lien avec le présent, avec le caractère sensible, polémique aussi du genre, voir les différences et les ressemblances avec le présent, en faisant très attention aux amalgames, aux anachronismes, et puis aussi à la téléologie, parce qu'on plaque évidemment un regard actuel, comme toujours, sur le passé. Il faut prendre aussi en compte le fait que les stéréotypes vont s'exprimer, il faut les déconstruire, savoir comment le faire, les thématiser, etc. Et puis sortir aussi de l'illusion de la neutralité, ni des savoirs, ni des enseignants, enseignantes, ni des élèves. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à être le plus objectif possible, bien sûr, puis à respecter la démarche scientifique de la discipline. Mais il s'agit aussi de mettre en discussion les points de vue, tout en garantissant justement cette scientificité. Savoir aussi que le public scolaire n'est pas universel, que les représentations de genre sont variées, que l'appropriation est différente aussi. Et puis, ne pas laisser croire aussi que l'égalité est réalisée. Je ne l'ai pas développé ce point, mais on remarque des fois que les choses sont présentées de manière dichotomique entre présent et passé. Le passé tout noir de la domination masculine et du sexisme, et le présent où tout va bien, l'égalité est réalisée. Ou alors, c'est seulement dans les pays arabes qu'il y a encore des problèmes de genre. Donc là, on tombe dans l'instrumentalisation du féminisme à des fins nationalistes ou islamophobes, comme on le voit beaucoup trop dans les médias d'ailleurs. Voilà, j'ai mis les références ici. Ouf, mais c'est trop petit. Mais vous me demanderez si jamais je vous les passerai. Voilà, merci beaucoup de votre attention.